Cet alter ego sera présenté par Paula Martin et Jean-Baptiste Villir, qui font partie d'Altaria Solutions et Services Ingénierie Patrimoniale. Et il sera articulé autour de 3 temps. Le premier temps, on présentera tous les bénéfices pour l'ensemble des parties prenantes du modèle d'investissement en propriété. Dans un second point, on va présenter le profil des locataires durant la période d'usufruit. Et dans un dernier temps, on va vous présenter l'offre disponible en propriété au sein du groupe Altaria. Donc là, on va attendre encore quelques minutes, le temps que tout le monde s'installe. Bonjour, juste 30 secondes. Bonjour à tout le monde. Bonjour. On va commencer la session. C'est ouvert. Merci aux nouveaux participants qui viennent d'intégrer l'Alter Imo. Pour rappel, ces Alter Imo spécial NuPro font partie d'une série de 6 webconférences de 30 minutes dédiées à la propriété. On vous présente les prochaines dates. Vous avez 2 prochaines dates, le 17 octobre et le 24 octobre, où vous avez des thématiques qui vont être traitées. Le 17 octobre, un accompagnement complet sur toute la durée. Donc, comment on accompagne les investisseurs pendant la durée de leur investissement. Et le 24 octobre, tout comprendre sur les différents types d'usufruit, parce qu'en fonction de l'investissement en une propriété est adossé un usufruit temporaire spécifique. Donc là, je vais laisser la parole à Jean-Baptiste qui va vous présenter les bénéfices du modèle. Bonjour à toutes et tous. Alors, effectivement, l'idée, c'était sur cet alter ego, rappeler un peu pourquoi on est sur un investissement gagnant-gagnant pour l'ensemble des parties. Et les parties prenantes, en fait, en réalité, elles sont assez nombreuses. Alors, la première, c'est celle que vous connaissez tous. Ce sont vos clients investisseurs. Alors, on a simplement rappelé, évidemment, tous les avantages de l'investissement en propriété. Donc, on ne vous le rappelle pas, vous les connaissez par cœur, mais on les a mis en 4 items. Hein, la constitution du patrimoine, bien naturellement, acheter en propriété, c'est avant tout, c'est investir sur du patrimoine, sur un logement réel, mais sans en avoir les problématiques de gestion locative. Et évidemment la tranquillité de gestion, car elle est faite par l'usufruitier, et justement, on y viendra après. La possibilité, évidemment, à terme, du terme de l'usufruit, la possibilité pour votre client de bénéficier à la fois de revenus complémentaires ou de capitaliser dans le cas d'une revente. Et enfin, la transmission, évidemment, puisque le démembrement de propriété, par définition, c'est un mécanisme qui facilite la transmission pour ses proches. Donc, sur la slide suivante, c'est justement le modèle vis-à-vis des collectivités, quel intérêt les collectivités ont à faire du démembrement de propriété. Alors, c'est assez intéressant. Bon, je ne vais pas vous demander d'apprendre par cœur ce schéma, mais c'est simplement pour rappeler en fait l'origine
de ce schéma en démembrement de propriété. L'origine, en fait, c'est dans les années 2000, enfin c'est en 2000 précisément, au moment de la création de la loi SRU, Solidarité, Renouvellement Urbain. Cette loi, en fait, impose aux communes, donc vous le voyez sur ce schéma, aux communes de plus de 1500 ou 3500 habitants, selon qu'on est en Île-de-France ou en région, dans un EPCI. Un EPCI, en fait, c'est une agglomération de plus de 50 000 habitants, de produire, quand on produit du logement neuf, dans la production de logements neufs, on doit y produire 25% de logements locatifs sociaux. Et ça, c'est afin d'accompagner, enfin, en tout cas, cette loi a été effective en 2000, et donc, évidemment, euh, qu'est-ce qui s'est passé en 2006? La loi ENL a favorisé un nouveau mode d'investissement justement pour accélérer cette production de logements sociaux. Et cette loi ENL, en 2006, a ouvert la possibilité de faire justement du démembrement de propriété, que l'on appelle usuellement l'usufruit locatif social. Donc, en fait, cette loi originelle, euh, la loi SRU, pardon, euh, en fait, a déclenché la possibilité de réaliser de l'usufruit locatif social. Donc l'usufruit locatif social a un réel intérêt aujourd'hui pour les collectivités, dans la mesure où, quand on réalise un investissement en nue propriété dans le cadre d'un usufruit locatif social, eh bien, on permet à la collectivité de produire et de respecter la loi SRU. Sur la slide suivante, on donne quelques chiffres. Voilà, vous les connaissez aussi, mais c'est toujours intéressant de se rendre compte de l'impact qu'ont les logements locatifs sociaux notamment. Ça représente 17% de la totalité des logements en France, et la tendance est à l'augmentation. Sur les 40 dernières années, on est passé de 15 à 17, on est plus proche même des 18% de logements sociaux. Et pareil d'ailleurs pour les propriétaires, les chiffres étant précisément 57%. Et sur les 40 dernières années, il y a une augmentation de 51 à 57% aussi pour les propriétaires. Donc on a plus de propriétaires, donc plus d'investisseurs, et on a plus de locataires en logements locatifs sociaux. Donc en fait, ce qui diminue, malheureusement, c'est le parc locatif privé. Et tout ça pour vous dire que, encore une fois, l'investissement en nue propriété favorise la production de logements sociaux et donc remplit ses objectifs pour chacune des collectivités. S'agissant des bailleurs sociaux, eh bien, voilà, ils sont répartis en trois. C'est soit des offices publics, soit des entreprises sociales pour l'habitat. Dans les deux cas, elles ont un objectif, une mission d'intérêt général, c'est de produire du logement locatif social pour respecter la loi SRU. Les bailleurs sociaux, ils sont également gagnants dans cet investissement en nue propriété parce que, évidemment, leur objectif social étant de réaliser du logement social, du logement locatif social. Le fait de réaliser de l'usufruit locatif social leur permet d'accélérer aussi leur production de logements sociaux. On a mis quelques exemples, mais il faut que vous ayez à l'esprit qu'un bailleur social déjà gère à minima 12 000 logements. C'est la loi Elan qui a imposé un certain nombre de regroupements de petits bailleurs sociaux. Donc, on est face, et votre client, quand il achète un bien en nue propriété, dans le cas d'un usufruit locatif social, il est face à un professionnel de la gestion locative qui a un parc conséquent et qui sait parfaitement gérer ce type de logement. Alors, peut-être parler aussi de l'usufruit locatif intermédiaire, mais on y verra, on viendra après sur
des exemples précis, mais sur l'usufruit locatif intermédiaire, c'est également un modèle gagnant-gagnant pour toutes les parties, dans la mesure où là, on est avec des bailleurs institutionnels ou des bailleurs sociaux, comme usufruitiers, et avec la disparition du Pinel en fin d'année, finalement, ce modèle en démembrement intermédiaire vient se substituer un peu à ce Pinel. Il n'a pas vocation évidemment à le remplacer dans son volume, mais dans l'esprit, c'est le cas puisque le logement intermédiaire, c'est le Pinel des institutionnels. Donc il s'agit là, quand votre client investit en usufruit locatif intermédiaire, eh bien, le bailleur social ou intermédiaire va loger des locataires sous conditions de ressources Pinel. Et vous verrez à travers quelques exemples qui a accès à ce type de logement. Mais en tout cas, il y a un intérêt sociétal dans cet investissement parce que quand vos clients achètent en nue propriété, donc vous voyez quel que soit le type d'usufruit, il permet à un ménage, une famille de classe moyenne, intermédiaire, de pouvoir se loger dans le parc locatif qui aujourd'hui manque cruellement d'offres. Il y a évidemment aussi l'usufruit locatif libre, qui est un peu à part, que vous connaissez, j'imagine, pour certains, qui est du démembrement libre sur des durées plus courtes et qui permet là plutôt de personnaliser la demande de votre client sur une durée plus courte et l'usufruitier là étant Altarea directement. Donc voilà, donc en fait, ce premier chapitre, c'était vraiment vous voyez bien que quand votre client investit en nue propriété, il y a en fait un certain nombre d'acteurs qui sont, on va dire, on ne voit pas forcément, mais qui ont un véritable intérêt aussi dans cet investissement. Donc l'investissement, l'épargne privée, d'une certaine manière, ce qu'investit votre client, eh bien, il permet d'une certaine manière de faire réaliser les objectifs de la loi SRU. Et donc, indirectement, ça permet et aux collectivités et aux bailleurs sociaux et institutionnels de réaliser leur objectif à produire du logement locatif et social et intermédiaire. Donc, il y a une voilà, un véritable objectif sociétal. Pour le profil des locataires. Alors, le profil des locataires, quand on parle de logement locatif social, on pense, je pense très vite à des logements sociaux des quartiers des années 60-70. Et en réalité, on n'est pas du tout sur ce modèle-là. C'est pour ça qu'on vous présente les trois types de catégories de logements sociaux, puisqu'il y a des logements effectivement très sociaux, dits PLAI. En fait, c'est simplement des plafonds de ressources. Hein. Donc, très social, c'est des plafonds de ressources qui sont très bas. PLUS, c'est des plafonds de ressources un peu plus élevés. Et PLS, c'est des plafonds de ressources qui sont en fait quasiment proches du Pinel de l'intermédiaire. Et donc, pour le coup, quand nous, on réalise de l'usufruit locatif social, donc du démembrement avec un bailleur social, eh bien, on sélectionne le PLS. Alors, le prélocatif social, donc la catégorie la plus intermédiaire des logements sociaux. Le PLAI et le PLUS, en fait, on le réserve, c'est les bailleurs sociaux le réservent pour du logement dit pérenne. C'est-à-dire que c'est des logements qu'ils achètent et ils sont plein propriétaires de ces logements-là. Donc, la nue propriété, quand votre client achète ce bien, l'usufruitier, le bailleur social va mettre un locataire, donc si on voit sur la slide suivante, va mettre un locataire sous condition de ressources PLS. Alors, on a pris un exemple justement qui est actuellement en commercialisation chez nous. C'est à Saint-Laurent-du-Var, Palm Square. Donc, on a un bailleur social qui s'appelle ICF Habitat. Et donc, on est sur un usufruit locatif social.
Alors, ICF Habitat, c'est un bailleur social, c'est le bailleur en fait de la SNCF, en tout cas l'actionnaire majoritaire est la SNCF. Il gère plus de 100 000 logements au niveau national. Donc vous voyez, c'est plus de 200 000 personnes qui sont logées par ce bailleur social, donc c'est un bailleur très important. Et avec une particularité, c'est que 30% des locataires sont des salariés ou retraités de la SNCF. Donc c'est la particularité de ce bailleur social. Et donc dans ces logements-là, alors on a pris deux logements type 2, type 3, pour vous donner simplement un exemple du type de locataires qui seront dans ces logements. Vous voyez pour un type 2, le locataire paiera environ 600 € de loyer mensuel, en PKI, et ces locataires sont sous condition de ressources, ne doivent pas dépasser 3 275 € par mois. Alors, ces 3 275 € par mois, c'est le revenu fiscal de référence de l'année N-2. Bon, c'est un peu particulier, mais c'est comme ça, c'est les règles du logement social. Et pareil pour un type 3, 750 € de moyen PKI et des plafonds de ressources à 3 950 € par mois. Alors, ces locataires sont qui? Vous le voyez, 30% seront des salariés de la SNCF ou des retraités. Et pour les 70% restants, c'est des locataires qui ont fait une demande auprès de la ville, principalement. Voilà. Et donc, on retrouve, vous voyez, des locataires qui sont plutôt des personnes de classe moyenne, de salariés, d'actifs, puisque vous voyez, les niveaux de ressources sont relativement élevés. Et quand on compare par rapport au décile donc, de la population de Saint-Laurent-du-Var, on se rend compte que 60% des ménages qui vivent à Saint-Laurent-du-Var eh bien, sont éligibles à ce type de logement. Donc, c'est vraiment en fait, c'est la majeure partie de la population. Pour l'autre exemple, donc là, on est parti sur un exemple en usufruit locatif social avec un bailleur social. L'autre exemple, c'est Fréjus, Azur Serena, où là, c'est de l'ULI, et donc usufruit locatif intermédiaire. Le bailleur est INI. Alors, INI, c'est le groupe Action Logement. Et le groupe Action Logement, c'est le plus gros bailleur de France. Il gère plus d'1 million de logements au niveau national. Et c'est l'ex 1% patronal. Et c'est quoi l'ex 1% patronal? C'est ces collecteurs qui ont été créés en 1953 et qui collectent la masse salariale de toutes les sociétés de plus de 10 salariés. À l'époque, c'était 1% de la masse salariale. Aujourd'hui, on est autour de 0,40% environ de la masse salariale. Mais donc, tout cet argent, la plupart des entreprises euh, euh, sont collectées par, par ce collecteur Action Logement. Et donc, en fait, c'est tous les salariés qui ont la possibilité de pouvoir faire une demande de logement locatif intermédiaire. Et donc, du coup, dans cette résidence, typiquement Azur Serena, pareil, on a pris le type 2, le type 3. Ce sont des loyers qui sont un peu plus élevés que le loyer PLS, vous l'avez vu, hein, puisqu'on est sur du loyer intermédiaire, Pinel, donc à 700 € par mois en type 2 et 900 € par mois. Tout ça sont des loyers quand même estimés. Il faut bien avoir à l'esprit que ce n'est pas tout à fait exactement ce loyer, parce que ce sera dans 1, 2 ou 3 ans que seront loués ces logements. Et donc, les indices seront un peu différents. Mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Et regardez les plafonds de ressources. On est à 5 200 € pour un couple, pour 2 personnes, et 6 250 € pour une famille de 3 dans un type 3. Tout ça est à titre d'exemple, mais on voit bien que là, alors ce n'est pas 60% en réalité, c'est plus de 90% de la population de Fréjus qui serait éligible à ce type de logement. Donc, on voit bien l'importance de réaliser ce type d'investissement pour les collectivités, pour les bailleurs sociaux, de manière à ce que une partie de leur population puisse continuer à se loger dans ces villes qui sont évidemment très tendues. Et ça, c'est encore une fois notre objectif, c'est de pouvoir proposer des biens en nue propriété sur les zones les plus tendues.
je voulais ajouter une précision sur ces locataires lorsque on leur attribue un logement ULS ou ULI, ils ont des baux avec une date de fin. C'est-à-dire que on connaît, nous, à l'acquisition, la durée d'usufruit, et donc le démarrage de cette durée commence à la date de livraison du bien, et donc 15 années plus tard, la date de la durée d'usufruit est donc figée dans nos contrats et dans notre acte de vente, et cette date-là est reportée sur le bail que signera le locataire de ce logement ULS. Donc voilà, c'est bien précisé dès le début, il a pour vocation donc à, dans 15 ans, quitter l'appartement. Ce qu'il faut savoir, c'est des locataires qui, la plupart du temps, restent en moyenne, il y a des taux de rotation de 5 ans à peu près sur ces logements. Ce sont des locataires qui n'ont pas les moyens, en tout cas en ULS, d'aller intégrer le parc privé. Donc c'est un moyen de se loger, et ensuite, au fil des années, changement professionnel, évolution, etc. Et ça leur permet ensuite de pouvoir intégrer le parc privé par l'acquisition d'un appartement ou d'une maison. Donc voilà, c'est vraiment un tremplin pour ces locataires-là. Et donc, c'est géré systématiquement par le bailleur. À chaque rotation, vous savez qu'il y a des travaux qui sont de remise en l'état qui sont faits. Voilà, il y a vraiment un travail et un accompagnement de tous ces locataires avec le bailleur institutionnel. On va peut-être poser des questions. Si vous avez des questions sur ces premiers thèmes. Il y a une question de Vincent. Les nus propriétaires Altaria ne sont pas en ULI. Nu propriétaire Altaria, j'imagine, quand on est avec avec Altaria comme usufruitier. Alors, si c'est ça la question, non, en fait, c'est vraiment. Alors, il y a trois catégories d'usufruit, et ça fera l'objet, je crois, d'ailleurs, d'un alter IMO. Alors, je crois que c'est le dernier alter IMO qu'on proposera. On propose effectivement les catégories. Donc, là, de ce que vous dites, c'est un usufruit locatif libre, et c'est Altaria qui est usufruitier. Quand on a un usufruit locatif intermédiaire ou social, ce sont des bailleurs sociaux ou institutionnels. Donc, on est sur des catégories différentes. Voilà. Donc là, ce qu'on a proposé dans nos deux exemples, on est vraiment dans la catégorie, la première, usufruit locatif social, avec un bailleur social, et donc un usufruit social, et des locataires sous condition de ressources PLS social. Ça, c'était le cas de Palm Square. Et le cas de Fréjus, c'est un bailleur institutionnel avec des locataires sous condition Pinel. Et dans les deux cas, pour votre client investisseur nu propriétaire, ça ne change rien. Les clauses, en grande majorité, sont identiques. En tout cas, le niveau de décote, le type de décote est calculé de la même manière. Et les clauses que l'on retrouve dans les contrats sont en grande majorité les mêmes. Après, il y a des subtilités, mais ça, on pourra y revenir le cas échéant si vous avez des questions par rapport à ces subtilités. Nous avons une question de Régis, une question récurrente. Et si, à la fin de l'usufruit, le locataire est en conflit et ne paye plus ses loyers et ne veut pas partir, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pour ça que c'était intéressant, enfin, en tout cas important, qu'on vous présente qui sont les usufruitiers, parce que comme vous avez pu le constater, les usufruitiers sont des bailleurs sociaux ou institutionnels euh, qui gèrent un parc et un patrimoine très important. Et en fait, leur métier, c'est la gestion locative. Et c'est la gestion des conflits des locataires. Et donc, pour le coup, ils ont une expertise sur ces sujets-là. Et en plus, c'est à eux, contractuellement, qui revient de gérer ces conflits. Donc, en fait, dans la plupart des cas, c'est de toute façon à l'usufruitier si l'investisseur souhaite récupérer son bien, c'est à l'usufruitier de trouver une solution de relogement pour le locataire en place. Donc, ça reste à l'usufruitier de
de régler le différend et le problème pendant la durée d'usufruit. Il y a, il y a le process aussi, tout le process de débouclage qui, lui, commence 2 ans avant le terme de l'usufruit. On intervient déjà auprès du bailleur et des locataires et du nu propriétaire pour amorcer tranquillement ce débouclage et pour pouvoir accompagner d'un côté l'usufruitier et le nu propriétaire dans sa récupération de pleine propriété. Donc ça, c'est quelque chose qui est indiqué dans vos conventions. Il y a eu d'autres questions. On a d'autres questions, justement par rapport à ton intervention, Paula. Quid du locataire dont les revenus évoluent et dépassent les plafonds au cours du bail? Peut-il rester dans son appartement? Oui, alors ça, c'est une très bonne question. Bien sûr qu'il reste dans son appartement. En revanche, si effectivement le locataire déplace les plafonds que vous avez vus dans nos exemples, le, euh, la seule différence, en fait, c'est que quand votre client du propriétaire donne congé pour vente, eh bien, le locataire doit, s'il ne peut pas acheter le logement, il doit quitter son logement. À la différence d'un locataire qui est encore sous plafond de ressources sociales, et dans ce cas-là, si votre client donne congé pour vente et que le locataire ne peut pas acheter, eh bien, c'est le bailleur social qui va lui faire des propositions de relogement. Voilà, donc c'est la différence, mais dans tous les cas, le locataire reste en place pendant la durée du l'usufruit. On est bien d'accord que dans le cas de l'ULS, au terme de l'usufruit, le nu propriétaire qui devient plein propriétaire, donc récupère son logement et repropose un bail au loyer du marché. Ça sort complètement du périmètre social, il n'y a plus d'obligation sociale sur de l'ULS. Mais ça, c'est dans le cas où, encore une fois, vous connaissez les principes, c'est soit il donne congé pour vente, soit il conserve son bien avec le locataire en place. Dans le cas où il conserve son bien avec un locataire en place, effectivement, si le locataire, c'était le locataire du bailleur social et qu'il est déjà au-dessus des plafonds de ressources, dans tous les cas, qu'il soit au-dessus ou en dessous, il signera un nouveau bail avec votre client, qui sera un bail loi de 89 avec un loyer de marché. Nous avons une question de David. Qui supporte les frais liés aux travaux à l'occasion du changement de locataire, qui est suivi de la même question à la sortie du démembrement? Ça, alors pendant toute la durée du usufruit, c'est l'usufruitier qui est en charge. C'est le principe, vous avez vu au départ le modèle gagnant-gagnant pour votre investisseur. Déjà, il est gagnant parce qu'il achète un bien patrimonial sans en avoir les problématiques de gestion et effectivement de frais. Tout est pris en charge par l'usufruitier. Donc pendant la durée du usufruit, à chaque rotation, c'est l'usufruitier qui a la charge, qui prend tout en charge. La remise en location, des travaux, s'il y a des travaux à réaliser, c'est à la charge de l'usufruitier. Et à la sortie du démembrement, alors à la sortie du démembrement, dans le cas d'un usufruit locatif social et intermédiaire, c'est l'usufruitier qui remettra le logement en l'état. Voilà, de sorte à ce qu'il puisse être utilisé par votre client investisseur. Dans le cas de l'usufruit locatif libre, c'est un petit peu différent, puisqu'on est sur les très courtes durées, et on est avec des locataires de droit privé qui continueront de jouir du bien de l'investisseur. Donc, il n'y a pas de travaux nécessaires parce qu'il récupère un bien avec le locataire déjà en place. Donc, il y a des petites spécificités, mais encore une fois, tout cela, on l'a évoqué lors des différents alter IMO. N'hésitez pas à nous consulter voilà, si ce n'est pas clair pour vous, voilà, Ouais. à travers vos RPR. Tous ces travaux sont indiqués dans la convention d'usufruit que vous avez l'habitude d'avoir dans tous nos programmes. C'est pour ça que nous, on intervient dès le début avec les usufruitiers pour caler cette convention d'usufruit. Et on est bien clair, donc il y a un annexe d'entretien qui indique quels sont les travaux qui sont faits
au fil du temps, pendant la période, et quels sont les travaux qui sont faits la dernière année pour la restitution du bien. Donc ça, c'est indiqué, il y a peinture, voilà, tout ce qui est cassé, abîmé sera remplacé, et c'est contractuel. Donc ça, vous le retrouvez, il n'y a pas de surprise à la fin. Et au terme de quel type de travaux, articles 605 et 606? Oui, ben ça, en fait, l'article 605, 606, c'est les grosses réparations. Enfin, en fait, c'est tous les travaux qui sont liés à l'enveloppe du bâtiment, la façade, la toiture, etc. Et donc, ben là, c'est pareil, en fait, pendant toute la durée d'usufruit, pour un usufruit locatif social et intermédiaire, c'est à la charge de l'usufruitier. Voilà, donc s'il y a des travaux qui sont à réaliser, c'est à la charge de l'usufruitier. Euh, pour l'usufruit locatif libre, on est sur des très courtes durées, puisqu'on est sur une durée de 10 ans. Et donc là, il n'y a pas de sujet, puisqu'on rentre dans le cadre de la décennale. Donc ça reste à la charge de votre client du propriétaire. Les travaux qui relèvent en fait de la décennale, on considère que pendant la durée des 10 ans, à maxima, votre client ne sera pas impacté par ce sujet. Et il y a une dernière question, Sophie, je crois, obligation de mise en location pendant 20 ans. Le loyer plafonné, donc social. Elle parle de l'ULS. Alors oui, alors Ça fait bon, partie d'un nouveau team. ouais, c'est pas. Alors on va évoquer ça dans le prochain, c'est le prochain Altaïmo. On vous reprécisera justement toutes les particularités et les différences entre un usufruit locatif social, un usufruit locatif intermédiaire, un usufruit locatif libre, parce qu'effectivement, il y a pas mal de questions sur le sujet. Donc voilà, c'est un bon teasing pour revenir lors de nos prochains Altaïmo. On va rapidement l'offre, parce que l'idée c'est de tenir ces 30 minutes et on est pile poil à 30 minutes, parce qu'on a commencé à 11h04. On va très rapidement vous proposer l'offre qu'on a, mais sachant qu'elle est évidemment sur le site, Oui. sur le site partenaire. Je vais faire rapide sur l'offre. Actuellement, on a une offre qui couvre l'ensemble des dispositifs, donc aussi bien ULS, ULI et ULL. Sur toute la France. On a une offre donc assez importante, et vous le voyez sur un programme à Tours qu'on a lancé en juillet, et qui comporte 150 lots en résidence étudiante ULS. Donc dans ces cadres-là, on a parlé de l'ULS, donc c'est un bailleur social qui, pendant toute la durée d'usufruit, sera chargé de loger des étudiants ou des courtes durées dans des appartements à Tours, Carré-Rabelais. Voilà, donc je vais passer rapidement sur l'offre que vous retrouvez sur le site partenaire. Donc vous avez systématiquement une page dédiée à tous les programmes. Vous avez plusieurs choix de parcourir, soit par région, soit par fiscalité. Et donc vous avez Caluire, vous avez Cogolin, Fréjus, Saint-Laurent-du-Var. On essaye systématiquement à chaque intervention de vous présenter un programme. On l'a fait la semaine dernière sur Tours. Donc on reviendra, on fera des focus sur les programmes particuliers sur les prochains. Et d'ailleurs, vous avez même la possibilité de faire des simulations sur le site partenaire, Oui. Y compris en nue propriété. Hein. Il y a un simulateur qui vous permet de calculer votre effort d'épargne. Voilà, pour n'importe quel investissement en nue propriété qui sont présentés là. L'offre aujourd'hui, elle peut démarrer à 75 000 euros. Avec donc je vous disais les studios entre 18 et 24 mètres carrés à Tours, et jusqu'à après on a Saint-Laurent-du-Var avec 18 appartements en nue propriété, du studio aux 3 pièces. Il y a en moyenne, c'est une durée d'usufruit de 16 ans. Je vous dis en règle générale, le prix moyen, ça va entre 230 et 250 000 euros pour de la nue propriété dans le parc, hein, au global. C'est un marché très confidentiel, la nue propriété. Donc, c'est vrai que vous avez très peu de produits aujourd'hui, où on peut avoir 4 lots sur un programme comme 150 lots, qui est un immeuble entier sur Carré Rabelais.
nous, notre force en interne, c'est de pouvoir sélectionner ces lots. Par exemple, sur Palm Square, on a 18 logements qu'on a identifiés avec le programme, qu'on a pu déterminer des studios, les 3 pièces, voilà, les niveaux, etc. Donc, c'est vraiment une offre qu'on étudie, nous, bien en amont pour pouvoir vous la proposer. Saint-Laurent-du-Var, donc je vous disais, on est sur 16 ans, c'est de l'ULI et on est avec un bailleur social ICF. Et on commence à 148 000 €. Donc ça, c'est vraiment une offre, Saint-Laurent, c'est vraiment une offre, voilà, revenu complémentaire pour la retraite ou y habiter simplement, voilà, pour bénéficier d'un pied-à-terre au soleil. Pareil sur le sud, on a aussi un programme à Fréjus, Azur Serena, où là, on a 33 logements qui sont répartis sur 2 bâtiments. Donc, c'est des cages entières dédiées à la nue propriété, avec des parkings en sous-sol. Il y a une résidence avec piscine. On fait bénéficier des nus propriétaires au terme des 16 ans, puisque c'est sur une durée d'usufruit de 16 ans, de cette piscine. Donc, ça aussi, on veille à ce que dans le règlement copropriété, nos nus propriétaires puissent bénéficier de cette piscine au soleil. On est sur des 2 pièces à 4 pièces. On commence à 145 000 € à Fréjus. Donc, vraiment en plein cœur de Fréjus, c'est vraiment un très beau projet. Et on est sur des très belles décotes, puisqu'on est à 39% de décote. Pareil, on est en ULI. C'est actable cette année et c'est livré en 2027. Et Cogolin, quand on a lancé Cogolin, ça a été un très, très beau succès. On nous reste quelques lots sur cette résidence, des 3 pièces à 4 pièces. On commence à 215 000 € en moyenne. Donc, voilà, c'est un très beau projet. N'hésitez pas à aller consulter tous ces produits sur notre site. Et puis, posez vos questions si vous voulez avoir plus d'informations ou plus de présentations sur les produits qui vous intéresseraient à vos responsables prescription. Moi, j'ai fini. On a terminé. Je réponds quand même à la question de Sophie parce que Sophie, vous viendrez au prochain Alterimo, mais vous dites si l'ULS, dans le cas d'un ULS, le propriétaire au terme de l'usufruit doit continuer de louer en social jusqu'à 20 ans, c'est non. Voilà, que les choses soient claires. Il récupère son bien au terme de l'usufruit et il fait ce qu'il veut de son logement, aussi bien pour l'occuper ou pour le mettre en location à un loyer libre de marché. Voilà. Mais on aura l'occasion, et voilà, c'est la transition de vous expliquer cela, puisqu'il y a 2 prochaines encore épisodes, le 17 octobre et le 24 octobre. L'un consacré au modèle internalisé, c'est un peu la spécificité de notre groupe Altaria, c'est qu'on a, comme vous le voyez, tout le montage et l'ingénierie et la commercialisation est réalisé en interne. Et ça a bien des avantages pour vous aussi et pour votre client, et on vous l'expliquera. Et puis le dernier, c'est tout comprendre sur les différents types d'usufruits, justement. C'est pas évident parfois à pouvoir appréhender. Donc là, c'est vous expliquer justement vraiment les différences entre l'usufruit locatif social, intermédiaire et libre. Voilà. Et Sophie dit en ULI, pardon, oui, en ULI, il y a une obligation de location sur 20 ans. Voilà. Et on y reviendra justement lors de cet épisode du Alterimo du 24 octobre. On vous remercie pour votre attention. Et je laisse la parole à Véronique. Juste pour compléter, cette webconférence sera disponible en replay dans la vidéothèque du site Altaria Partenaire. Donc, n'hésitez pas à consulter cette vidéothèque qui rassemble l'ensemble de nos conférences, de nos webconférences, que ce soit sur la nue propriété ou d'autres thématiques. Merci. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.